Auditeurs et auditrices de Radio Gina, de la radio une, de la radio pour tous, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Et nous. Aujourd'hui, nous allons parler de la sexualité responsable chez les jeunes, tout en mettant un accent particulier sur la notion du consentement. Gilbert Agbetoglo et Agboji Kouji Raïssa sont les invités du jour. Auditeurs et auditrices de Radio Gina, asseyez-vous bien. Mettez-vous à l'aise, l'émission va commencer. Chers invités, bonjour. Bonjour. Chers invités, bonjour. Alors, Gilbert Agbetoglo, vous êtes docteur en médecine, en spécialité santé publique. D'accord. Alors, quand on parle de sexualité, comment est-ce qu'on peut définir la sexualité? La sexualité. Oui. Et aujourd'hui, c'est la sexualité qui nous réunit à ce plateau. Et la sexualité, si je dois définir ce terme, nous avons plusieurs volets. Une sexualité d'une manière jeune, chez les jeunes, je dirais que la sexualité, c'est le fait d'avoir des relations consentantes avec un partenaire, des relations délibérées avec un partenaire et en tout état de cause. Voilà. D'accord. Et on a également Raïssa sur le plateau. Raïssa, présente-toi aux éditeurs qui nous écoutent. D'accord, merci beaucoup Méchac. Je suis Agbodi Koudige, Afi Arifa Raïssa. Je suis juriste publiciste en formation. Je suis activiste sociale. Je fais mon activisme dans le domaine des droits humains. Merci. Merci à Raïssa. Alors, Gilbert a défini ce que c'était que la sexualité. Il a mis une distinction entre la sexualité chez les jeunes et chez les enfants. Voilà. Alors, comment toi tu définis la sexualité? Selon moi, la sexualité, c'est tout ce qui rentre dans une relation intime avec une autre personne. Bon, si je peux me le permettre, une autre personne de sexe opposé. Voilà. D'accord, merci pour la précision. Oui, tu voulais ajouter? Non, c'est bon. C'est bon pour le moment. D'accord. Tout de suite, dans votre définition, vous avez mis une distinction entre la sexualité, comment elle se vit chez les... Vous avez particulièrement mis l'accent sur les jeunes. Est-ce qu'il y a une différence dans la sexualité en infantile et adolescente? D'accord. Pour la question, est-ce qu'il y a une sexualité infantile? Ça, c'est... Voilà, une question. Je suppose que l'émission en question, c'est pour les adultes vaccinés. Mais parce qu'on dit que l'être humain, l'homme, est un individu sexué. Voilà. Donc, c'est de savoir si les enfants ont également une sexualité. Effectivement, c'est le fléau qu'on rencontre de nos jours. En réalité, la sexualité se prépare. Et un enfant doit être préparé à la sexualité, en toute griffe, et doit être préparé par qui? Par les parents, c'est-à-dire que dès le bas âge, on doit pouvoir avoir des discussions avec l'enfant sur la sexualité. On doit pouvoir avoir des discussions avec l'enfant sur son corps, parce que qui parle de sexualité parle de corps. Et du coup, l'enfant doit avoir toutes les notions possibles. L'enfant, quand il grandit, arrivé à un certain niveau, il ne comprend plus son corps. Le jeune homme, le jeune garçon, arrivé à un certain niveau, il remarque que voilà, il a des envies et il commence par avoir des réactions assez bizarres. Et idem pour la jeune fille. Qu'est-ce qui se passe? Et il se pose d'énormes questions. Et il a besoin de réponses à ces questions. Et ces réponses-là, qui malheureusement sont données qui lui sont données par ses amis. Et l'entourage. À travers, voilà, l'entourage. Mais ce qui devrait normalement être fait par les parents. D'accord. Maintenant, quand je parle d'enfants, je veux parler de précisément la petite enfance. Peut-être les enfants, les tout petits, 4 jusqu'à 8 ans. Est-ce qu'on peut dire là-bas qu'il y a une sexualité chez ces personnes-là? Est-ce que les enfants vivent leur sexualité? Ou j'aimerais mieux comprendre la question. Non, les deux. Est-ce que les enfants ont une sexualité? Est-ce que les enfants vivent une sexualité? La sexualité de l'enfant, c'est son plaisir. Le plaisir de l'enfant, il tire son plaisir dans ce qu'il mange. En réalité, il tire son plaisir dans ce qu'il mange. Donc là, à ce niveau, on ne peut pas encore parler de sexualité.
D'accord. Donc, on ne parle pas encore de sexualité. On parle de plaisir. On parle de plaisir. D'accord. Donc, on commence par parler de sexualité à l'adolescence. Ça dépend. On peut avoir des discussions. Ce que je venais de dire à l'entame, on peut avoir des discussions concernant la sexualité. Parce que la sexualité, je le disais bientôt, ça implique le corps. Ça implique le corps de l'enfant. Oui. Dans un futur proche. Donc, on peut commencer par avoir des discussions allant dans ce sens avec l'enfant. Et là, on parle de la sexualité. Voilà. D'accord. Ok, d'accord. On a un autre invité qui vient de nous rejoindre sur le plateau. Il s'agit de Monsieur Benjamin. Benjamin, bienvenue. Merci. Alors, Benjamin, nos auditeurs aimeraient bien te connaître. Benjamin Renaud, je suis acteur culturel. D'accord. Tout de suite, nous étions en train de parler de la sexualité, puisque la thématique du jour, c'est la sexualité responsable chez les jeunes, la notion de consentement. Raïssa et Gilbert ont donné une définition de la sexualité. Comment toi tu définis la sexualité? Malheureusement que je n'ai pas peut-être eu à entendre leur définition, mais je voudrais quand même aussi le faire dans ce sens en disant ceci. La sexualité serait toute conception ou appréhension que l'on fait de ce qu'on appelle appareil génital, pour ne pas peut-être être trop vulgaire pour certains. Donc la sexualité, c'est toute appréhension ou encore toute activité que l'on mène, ou encore toute philosophie, toute idéologie. On ne saurait définir la sexualité de façon plus stricte que l'on fait de l'appareil génital. On a l'impression que c'est une définition philosophique, avec beaucoup de termes. Il faut dire que c'est une définition à prendre aussi avec des pincettes, parce que la sexualité, comme je l'avais dit, il y a des idéologies qui tournent autour de la chose. Non seulement il y a des idéologies, il y a aussi des pratiques, des regards et tout. Donc, définir strictement la sexualité comme l'on l'avait toujours défini, comme le rapport sexuel, serait déjà oublier certaines facettes de la chose. C'est pour cette raison que je parlais d'idéologie, d'appréhension et tout. La manière dont nous jugeons aussi le sexe. D'accord, donc la sexualité est définie par rapport à la mentalité des uns des autres. Est-ce qu'on peut parler aussi de la culture qui influence la sexualité? Bien évidemment, beaucoup de facteurs influencent. D'abord, si nous prenons par exemple la géographie, la manière dont le Togolais appréhende la sexualité n'est pas la même manière dont l'Ivoirien, par exemple, appréhende la sexualité. Et quand vous allez en Occident, la manière dont on appréhende la sexualité ne serait pas la même manière que nous ici. Donc, les conditions géographiques, notre culture, nous pouvons même être dans une situation géographique, c'est-à-dire nous pouvons être de la même nationalité, mais ne pas appréhender la sexualité de la même manière. Ce qui veut dire que notre personnalité influence notre manière de concevoir ou d'appréhender la sexualité. Alors, de façon individuelle, comment est-ce que toi, tu appréhendes la sexualité? Pour moi, la sexualité est sacrée. Elle est sacrée? Oui. D'accord, ok. Oui. J'aimerais un peu rapidement rebondir sur sa définition assez complète. À la fin, il a sacralisé la sexualité. Et d'un point de vue santé, il faut dire que dans nos contrées, la sexualité a vraiment été sacralisée au point où on n'en parle pas, au point où cette sexualité devient un sujet tabou. On a ce qu'on appelle le vaginisme. Le vaginisme, en fait, c'est des contractions, c'est des spasmes des muscles pelviens au cours des rapports sexuels qui empêchent toute pénétration ou qui vont entraîner plus tard des pénétrations douloureuses, en fait, une douleur après les rapports sexuels. Et on remarque ce vaginisme-là, on remarque chez les jeunes filles ou chez les filles en général. Et on a un aspect culturel aussi de la chose, parce que dans sa mentalité, on a tellement autour de lui, on a tellement sacralisé le sexe. On a tellement posé le sexe comme un tabou que dans sa mentalité, automatiquement, quand il est en face de son futur époux, oui. Parce que même dans le mariage, il y en a qui souffrent de ce vaginisme. On fait les examens, on fait tout ce qu'il y a, mais il n'y a aucun souci. Mais au cours de la pénétration, c'est des douleurs où la pénétration est carrément impossible. Parce que c'est l'éducation.
On lui a dit peut-être il ne faut pas avoir des rapports sexuels avant le mariage. Donc, ce sont cette mentalité-là qu'elle a entretenue tout au long de sa vie et qui crée après le vaginisme. Effectivement, un mariage forcé, par exemple, où elle ne consent pas avec son partenaire, elle n'est pas consentante, et automatiquement, l'organisme crée des barrières et les muscles au niveau pelvien se contractent, empêchant tout rapport sexuel ou des douleurs au cours des rapports sexuels. Et donc, il y a une connotation culturelle assez importante de la chose qu'il faudra mettre en exergue. Et c'est pour ça que je disais dans mon introduction qu'il faut déjà, d'ores et déjà, commencer à avoir une discussion avec le jeune garçon et la jeune fille qui arrivent. Voilà. D'accord, merci d'avoir soulevé ce point. Nous en reviendrons, nous allons bien redévelopper cette partie. On parle de sexualité responsable. Et de nos jours, il est recommandé à nous les jeunes, nos adolescents, d'avoir une sexualité responsable. Alors Benjamin, c'est quoi la sexualité responsable ? Il suffit juste de faire un petit jeu de mots, sexualité et puis responsable. Nous avions déjà défini la sexualité, je m'abstiens donc de le refaire. Responsable, cela voudrait dire que il y a des critères de maturité. Les deux expressions ou encore thèmes, si vous voulez, se rejoignent. C'est-à-dire, quand on dit responsable, cela voudrait dire que l'appréhension ou bien la conception que nous avons de la sexualité jusqu'à présent n'est pas responsable. C'est pour cette raison qu'on vient ajouter responsable pour que nous puissions changer de mentalité. J'ose déjà faire une petite ouverture dans ce sens en disant ceci. Quand nous avons il y a l'instinct sexuel qui est en tout individu. La métaphysique même l'a prouvé. Il y a l'instinct sexuel qui est en tout individu. Et donc, une fois que l'instinct là, elle n'est pas trop contrôlé, il va falloir qu'on ajoute responsable. D'aucuns diront que quand la sexualité est, entre guillemets, responsable, elle donne plus de jouissance. Il y en a qui sont peut-être adeptes du masochisme, qui vont accepter cette tendance-là. Toutefois, on parle de sexualité responsable pour être un peu plus bref, pour dire que on parle de responsable parce que notre conception, quand je dis nous, pas forcément moi, la conception commune de la sexualité n'est pas quand même celle qu'elle devait avoir. C'est pour cette raison qu'on ajoute responsable pour recadrer les choses. Quand vous avez parlé tout de suite de maturité, de responsabilité, de sexualité responsable, vous avez parlé de maturité. Est-ce la maturité corporelle? Est-ce la majorité, plus de 18 ans? Qu'est-ce que vous mettez dans la maturité, la sexualité mature? En réalité, non, parce que les spécialistes de la médecine vont tout de suite me démentir si j'ose dire cela. Il est là, heureusement. Voilà, donc c'est en réalité, ce que je mets ici dans maturité, ce n'est pas ce que le médecin ou encore l'infirmier, par exemple, peut dire. Ce que je mets dans maturité ici, c'est j'avais déjà parlé d'idéologie. Cette compétence-là que doit avoir un individu pour appréhender le sexe. J'avais déjà sacralisé le sexe au début et je voudrais rester dans cette dynamique-là pour dire que il y a une mauvaise manipulation qui était faite. Et pour que cette manipulation soit bonne, il va falloir qu'on ait un certain nombre d'informations autour du sexe, que ce soit dans le monde physique, c'est-à-dire tout de suite vous risquez de vous blesser quand vous l'utilisez mal, ou encore vous risquez de vous endommager, ou encore de créer d'autres problèmes si vous l'utilisez mal. Et maintenant, quand nous allons dans le monde de la métaphysique maintenant, il va falloir que vous fassiez plus attention là-bas, sinon non seulement vous aurez des problèmes dans le monde physique que les médecins peuvent voir avec leurs machines, mais vous aurez encore d'autres problèmes en dehors de cela. Après tout, on est en Afrique. D'accord, merci. Raïssa, Benjamin a donné une définition assez technique. Il a englobé beaucoup de choses, la métaphysique, l'impact de la sexualité sur le plan métaphysique, sur le plan physique. À ton niveau, quand on dit une personne a une sexualité responsable, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce sont des pratiques? C'est une façon de voir? C'est une idéologie? Comment est-ce qu'on vit la sexualité responsable? Selon moi, lorsqu'on parle de sexualité responsable, il faut tout d'abord que la personne ou bien les personnes qui passent à l'acte soient responsables. Et quand je parle de l'âge, je parle de la majorité, c'est-à-dire de la maturité. Et au Togo, nous savons tous que la maturité, c'est à 18 ans. Donc déjà, un enfant ou bien un mineur ne peut pas avoir une sexualité responsable. Donc, quand on a moins de 18 ans, 16 ans, 17 ans, on ne peut pas avoir de sexualité responsable? Selon moi. Parce que déjà, on peut toutefois accepter
passer à l'acte, mais nous aurons, si je peux me le permettre, ça y est, le consentement peut être vicié. D'accord. Je peux dire oui juste parce que comme je suis une fille, je suis une jeune adolescente, j'ai peut-être vu quelque chose, tu m'as peut-être donné un cadeau ou quoi que ce soit. Le consentement là peut être vicié. Mais quand je suis majeure, quand je suis mature et je sais que je peux prendre telle et telle décision, je peux être avec telle personne je ne veux pas, telle personne je suis avec telle personne parce que si, parce que là. C'est-à-dire, il faut appréhender maintenant la sexualité. Il faut se dire, oui, je peux faire ci. Il faut se libérer dans la tête. Il faut avoir une liberté psychologique pour dire, je peux faire ci, je peux faire ça. Selon moi, un enfant, bien une fille ne peut pas avoir une sexualité responsable si on peut le permettre comme ça. D'accord. Donc, est-ce à dire que, par exemple, l'adolescent ou le mineur n'a pas encore toutes les informations pour savoir ce qu'il veut vraiment faire de sa sexualité, qu'est-ce qu'il peut permettre et qu'est-ce qu'il ne peut pas permettre? Est-ce que c'est ce que tu veux dire? Oui. En fait, c'est ce que je voulais dire. Un adolescent, bien une adolescente, n'a pas forcément toutes les informations. D'autant plus que les majeurs même n'ont pas, certains majeurs même n'ont pas la bonne information. Donc, nos enfants, bien nos petites sœurs ou bien nos petits frères qui nous suivent ou qui sont derrière nous, n'ont pas forcément cette bonne information-là. Tout récemment, on discutait entre nous, il y a une personne qui disait qu'elle était partie faire une sensibilisation dans une école sur l'hygiène menstruelle. L'information que les enfants ont de tout ce qui est hygiène menstruelle, elle-même, elle était là, elle regardait. C'est-à-dire, elle apprenait mais quand même les corrigeait. C'est-à-dire, de bonnes informations passent, mais également de mauvaises informations peuvent toutefois passer dans ce sillage-là. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur Gilbert, on dit aux jeunes, on recommande aux jeunes d'avoir une sexualité responsable. Pourquoi cette recommandation? La responsabilité, vous savez, souvent nos parents nous disent, quand on est à un âge plus bas, au plus bas âge, ils nous disent, mon ami, tu n'es pas responsable de toi-même, hein, parce que financièrement, tu dépends des parents. Je dépends des parents. Et donc, moi, je me dis que la sexualité est responsable. C'est à partir du moment où tu peux prendre des décisions morales, une décision morale, physique et surtout financière. Merci d'ajouter ça. Donc, c'est pour ça qu'on recommande d'attendre un certain âge avant de commencer la sexualité. D'attendre un certain âge avant de commencer la sexualité. Vous savez, la question là, elle est subjective. Parce que on discute avec certains patients, des jeunes filles qui n'ont pas encore 18 ans, 15 ans, 16 ans. On découvre une certaine maturité par rapport à une fille qui a 20 ans, 22. Vous savez, la maturité n'est pas une question d'âge. La maturité n'est pas une question d'âge. Ça, c'est mon point de vue. Bon, la sexualité, c'est un terrain, un vaste terrain. Et donc, pour tout joueur, avant d'aller jouer sur un terrain, il doit s'entraîner, il doit avoir les bonnes informations, il doit se connaître. Je joue où? À quel poste? Quelles sont mes compétences? Et quels sont mes défauts? Avant d'aller sur le terrain, voilà, avant de se lancer et avant d'aller compétir. Et donc, c'est la même chose aussi au niveau de la sexualité. L'information, elle est capitale. Donc, cette jeune fille-là doit avoir les informations parce que on reçoit des jeunes filles à l'hôpital qui n'ont jamais fait un rapport sexuel, au cours de leur premier rapport sexuel. Elles ne savent pas qu'il faut se protéger. Parce que le mec a dit, bon, je suis sain, regarde-moi, je suis physiquement, quand tu me vois, je suis physiquement sain. Est-ce que moi, je peux avoir une maladie? Ah bon? Et elle y croit, et elle fait son premier acte, le premier rapport sexuel, elle revient avec une infection qu'elle va traîner le long de sa vie. Et donc là, on voit qu'il y a réellement un problème de manque d'information, et il faut avoir une information suffisante avant de se lancer. D'accord. Maintenant, sur le plan, je vais dire, physiologique ou corporel, est-ce qu'il faut attendre peut-être de totalement grandir, de pousser tout ce qu'il faut pousser, grandir en taille, avoir les poils et tout ça, développer les caractères sexuels secondaires totalement avant de commencer une vie sexuelle? Ah mais oui,
laisse la question au docteur. Au docteur, oui, la question au docteur. Non, écoutez, quand vous laissez la question au docteur, c'est un peu comme si le docteur est garant de votre sexualité. Non, il a plus d'informations. A priori, c'est la personne la mieux placée pour répondre. Non, est-ce que c'est la personne la mieux placée? Le docteur ne peut que donner son avis, son point de vue. D'accord. En réalité, il ne peut que donner son point de vue. D'accord. Je dirais que le rapport sexuel, c'est un point de vue personnel. Pour tout jeune qui nous écoute en ce moment, pour tout auditeur qui nous écoute en ce moment, comment est-ce que je dois donner l'expression? On n'a rien à perdre. Voilà, on n'a rien à perdre si on attend un peu, histoire d'avoir toutes les informations possibles avant de se jeter à l'eau. Donc, autrement dit, ce n'est pas parce que déjà à 15 ans, je commence à avoir une forme là, l'allure de fauve, et puis je commence à être, ma forme commence à être assez intéressante, et puis les garçons me le disent de gauche à droite, qu'il faut très rapidement que je m'adonne, ou quand je discute avec mes amis, elles parlent de la sexualité et autres, et ça ne me donne pas la raison d'y aller. Ça veut dire qu'il n'est jamais trop tard pour s'adonner au sexe, en réalité. Voilà. Parce que quand on mesure les conséquences, parce que les rapports sexuels, quel est le but du rapport sexuel? Ça, c'est la question. Et donc, d'un point de vue spirituel, il me dira que l'objectif peut-être d'un rapport sexuel, c'est d'avoir les enfants. C'est ça, c'est de procréer, c'est ça. Maintenant, d'aucuns diront que c'est ce sentiment de satisfaction, parce que il y a la dopamine qui est sécrétée, il y a la sérotonine qui est sécrétée, qui donne ce sentiment de satisfaction. Parce qu'ailleurs, il y a des gens qui sont déprimés au point où, quand ils viennent, on leur demande s'ils ont une activité physique et une activité sexuelle régulière. Parce que cette activité sexuelle régulière, consentante et très intéressante va constituer une hormone antidépresseur contre la dépression. Voilà. Du coup, quel est le but? Je pense que c'est cette discussion qu'il va falloir avoir avec les jeunes maintenant. Bon, tu veux faire les rapports sexuels. Tu as un copain, il te demande, ok, je veux qu'on couche ensemble, etc., etc. Bon, maintenant, à ton niveau, quel sera le but, en fait? Si c'est pour le satisfaire, c'est pas la peine, parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Quel est le but, en fait, de le faire? Et on lui ressort les conséquences. On lui ressort les conséquences, et je pense qu'il pourra mesurer les impacts et prendre une décision assez sage. Donc, j'ai donné un point de vue assez personnel, politique. Je n'ai pas dit oui, je n'ai pas dit non. D'accord, donc c'est à tout un chacun. Oui, on reviendra. Très rapidement, d'accord. Oui. Alors, chers auditeurs, vous êtes sur Radio Djena, vous suivez actuellement votre émission et nous, notre rendez-vous hebdomadaire de chaque mardi à 11h. Dans ce numéro, avec Gilbert Agbetoglo, Raïssa et Benjamin Soumali, nous parlons de la sexualité responsable chez les jeunes et plus précisément de la notion de consentement. Alors, Benjamin, tu voulais rebondir très rapidement. Par rapport à ce que Raïssa, c'est ça, Raïssa disait en temps, je pense que je m'inscris quand même en vrai par rapport à ce qu'elle avait dit. Elle avait quand même parlé d'âge et le spécialiste de la médecine sur le plateau également a dit qu'il faut que le jeune soit un peu plus responsable. Vous savez, en Afrique, il y a cette conception-là qui nous dit généralement que quand on te prend sur les cuisses, il ne faut pas chercher à prendre quelqu'un. La personne qui est en dessous sera fatiguée, va te libérer. Et donc, c'est une manière pour quand même avertir les jeunes, à leur dire aussi que quand vous êtes sous la responsabilité de quelqu'un, vous ne devez pas chercher à vous autoproclamer responsable. La responsabilité, ça vient avec certaines conditions. Ce que je voudrais aussi rappeler par là, c'est quoi? Il y a une vérité. Vous pouvez être, c'est-à-dire vous pouvez avoir 50 ans, mais vous ne serez pas mature. C'est-à-dire la maturité ou la sagesse ne vient pas avec l'âge, comme l'avait déjà su dit l'ami. Quand vous prenez par exemple des personnes très âgées, mais qui font une pratique très exagéré de l'acte sexuel, vous allez dire quoi de ces personnes? Donc c'est pour dire que tout d'abord il y a les informations qu'on doit savoir, il y a la conception aussi, c'est-à-dire
comment est-ce que je définis le sexe selon moi? Ou encore, dans une relation, par exemple, quand on me demande si je suis l'homme ou encore si c'est moi la femme, et on me demande que je dois pratiquer le sexe, quelle est l'appréhension que j'ai de cet acte-là? Est-ce le plaisir? Est-ce pour les religieux vont nous parler de la procréation et de la bénédiction? Les religieux pensent généralement que le sexe a pour but de procréer. Et en dehors de cela, il faut aussi, c'est une bénédiction. Et donc, quand vous consommez le sexe après votre mariage, c'est une sorte de bénédiction. Et donc, quand vous ne maîtrisez pas ces genres d'informations aussi, vous pouvez être âgé ou encore vous pouvez être une personne très âgée, mais vous n'aurez pas la maîtrise de ce qu'on appelle sexualité. Quoi qu'on dise, c'est un terrain très large, très complexe qu'on ne saurait circoncire en quelques phrases quand même. Mais ce qui est sûr, il faut quand même avoir une certaine maturité. Il faut être un peu responsable. Bien évidemment. Si je retiens tout ce que vous avez dit. Oui. D'accord. Nous sommes en train de parler de la sexualité responsable. Et avoir une sexualité responsable, c'est s'assurer que le partenaire avec lequel on est consentant. Mais dans les faits, on se rend compte que ce n'est pas toujours le cas et que l'autre n'est pas forcément consentant. Comment savoir que notre partenaire est consentant? Comment l'emmener à consentir, Raïssa? Pourquoi la question m'est adressée? Pourquoi pas? En fait, pour moi, lorsqu'on parle de consentement, il faut que les deux personnes qui veulent passer à l'acte sexuel consentent en fait. Et sans qu'il n'y ait pas le consentement des deux personnes, là, on va parler d'agression sexuelle, on va parler de viol, on va parler de violence faite sur une personne. Et pour moi, si une personne peut-être n'est pas consentante, il faut savoir ce pourquoi la personne ne consent pas. Par exemple, il y a un couple où l'homme dit je veux qu'on couche ensemble, voilà, la femme dit non. Il faut que la femme soit capable de dire ce pourquoi elle n'est pas, c'est-à-dire elle n'a pas envie ou bien elle ne veut pas, parce que déjà c'est un devoir de couple. Ou oui. Bien entre jeunes, voilà, entre jeunes, je peux toutefois dire non si je ne veux pas. Une personne ne peut pas me forcer à lui dire oui. En tant que Raïssa que je suis, une personne va venir me dire Raïssa, je veux qu'on couche ensemble, et que moi je ne suis pas d'accord, je vais dire à la personne bon, c'est juste pour te satisfaire, non, ok, je vais dire oui. Ça, c'est impossible. Il faut qu'on apprenne à pouvoir prendre des décisions et assumer nos décisions là, parce que la personne là peut-être bon, c'est ton copain, mais il y a quelque chose, peut-être que voilà, c'est à voir en fait ce pourquoi je veux satisfaire l'homme, ce pourquoi je veux satisfaire mon partenaire. Et moi, on ne peut pas me forcer à dire oui. Parce que déjà, quand c'est toi qui me forces à dire oui. Oui, mais parfois, on entend souvent dire qu'il y a l'ambiguïté dans la réponse. On ne sait pas si c'est vraiment oui, c'est vraiment non. Voilà, donc, oui, parfois, il arrive que certaines personnes, l'homme, peut-être l'homme, ou la fille ou le garçon, surtout le garçon, il insiste jusqu'à ce que la fille ne cède. Oui, en fait, voilà, merci pour la question. C'est là que je veux faire un appel à nous toutes, jeunes femmes, filles, adolescentes. C'est-à-dire que nos décisions soient des décisions radicales. Il ne faut pas que je dise non, ou bien que je dise oui, tout en sachant que je vais dire non, ou carrément, je dis non, mais je me dis, c'est comme si l'exemple là qu'on dit, on te fait cadeau, on te drague, tu ne veux pas, et c'est toi, tu prends le cadeau. Tu donnes l'impression à la personne qui t'offre le cadeau là comme si tu acceptes. Il faut qu'on arrive carrément à prendre de bonnes décisions, à réfléchir, à voir le pour et le contre de la décision. Parce que déjà, quand je fais semblant de dire non alors que je veux dire oui, moi-même, si c'était moi, je ne me sentirais pas la Raïssa que je suis. D'accord. Il faut que je le dise en même temps. D'accord. Raïssa, on continue. Est-ce que aller chez son petit ami est synonyme d'acceptation de tout ce qui peut venir comme relation sexuelle éventuelle? Bien. Oui, parce que il y a eu de ces situations où on a entendu des gens dire elle est venue chez moi, donc elle savait ce qu'elle venait faire. Elle ne doit pas jouer à l'étonner. Quand elle me dit non, c'est qu'elle fait semblant. Donc, si je comprends bien ta question, oui. Quand je me lève de la maison pour aller voir mon petit ami, c'est-à-dire ce pourquoi j'y vais, c'est le sexe.
c'est que, en principe, tu dois accepter. C'est ce qui est dit. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça? Est-ce que c'est vrai? Selon moi, c'est pas vrai. C'est pas forcément vrai que quand moi, je me lève de ma maison, je m'habille et je viens chez toi. C'est pas pour coucher forcément que je peux venir pour qu'on puisse avoir une discussion, un débat houleux, une discussion qui va porter sur quelque chose, sur peut-être une décision à prendre à deux, sur... peut-être pour aller voir la personne aussi. Voilà, saluer la personne, voir la personne. Et également... Non, ils sont on ne tente pas le diable, hein. On ne tente pas le diable, hein. On ne tente pas le diable, mais il faut qu'on soit d'accord que la personne avec qui je vais coucher dit oui. C'est également une manière d'avoir une sexualité responsable. Voilà. N'est-ce pas? Voilà. C'est-à-dire, je peux aller chez toi juste parce que j'ai un souci et je sais que quand je vais venir chez toi, tu pourras m'aider à pouvoir prendre telle décision. On va réfléchir ensemble, faire ci, faire ça. Je ne viens pas chez une personne ou bien chez mon petit ami pour lui dire que voilà, bon, quand tu vas dire, je vais accepter juste parce que comme je suis dans ta chambre, je dois accepter. Tant que moi, je ne dis pas oui, il n'y a rien qui pourra se faire. D'accord, merci. Alors, Benjamin, tout au long de l'intervention de Raïssa, il était en train de rire de cogiter. Tout à fait, parce que oui. L'intervention de Raïssa, je respecte quand même sa position, mais je voudrais rappeler quelque chose. Il y a une réalité qu'elle a peut-être un tout petit peu oubliée. Généralement, au début de son intervention, il disait que quand vous avez une sexualité responsable, vous devez consentir et tout. Oui, je n'en disconviens pas, mais il y a aussi quelque chose. C'est-à-dire, il y a deux situations que je voudrais créer tout de suite de la situation que vous avez créée. Vous avez dit quand je vais chez mon petit ami ou chez ma petite amie, vice-versa, est-ce que c'est le sexe? En réalité, quand c'est cette situation, non. Mais aujourd'hui, nous connaissons tous ensemble, on est tous jeunes ici, on connaît les situations dans lesquelles se passent les choses. C'est-à-dire, il y a invitation, il y a encore invitation, troisième invitation, et on sait ce qui va arriver. En réalité, c'est quand c'est votre petite amie, vous savez qu'elle reviendra après. C'est-à-dire, c'est une mentalité qui n'est pas seulement masculine, mais qui est générale. C'est-à-dire, vous rencontrez une fille aujourd'hui, vous convenez avec moi que vous ne pouvez pas rencontrer une personne inconnue et qui va vous dire allons à l'hôtel ou allons dans un endroit, quelque chose pour passer à l'accepter, vous allez accepter. Non, loin de là. Mais quand la personne vous côtoie déjà, il y a une confiance qui se crée automatiquement. C'est-à-dire quand vous rencontrez une personne pour la première fois, même les physionomistes l'ont prouvé. Quand vous rencontrez encore la personne après, il y a déjà une pseudo-confiance qui se crée et c'est au nom de cette pseudo-confiance-là que certains vont abuser. Maintenant, ce que je voudrais aussi rappeler rapidement, c'est quoi? Il n'y a qu'une fine ligne, c'est-à-dire la frontière entre l'insistance et le harcèlement est très fine. C'est-à-dire, il y a une différence entre l'insistance et le harcèlement. Parce que parfois... Quelle est la ligne de démarcation? La ligne, c'est en fait la maîtrise de soi. C'est-à-dire, une fois que la personne ne vous donne pas son aval, c'est que vous avez passé à du harcèlement. Pourquoi je dis cela? Vous allez remarquer que généralement, il y a des mecs qui disent les femmes, le oui de la femme c'est non et le non de la femme c'est oui. En réalité, cette assertion est répandue parce que les dames, vous m'excusez, celles-là qui sont en train de me suivre actuellement, n'ont pas réussi à rectifier cela dans des situations. C'est-à-dire, vous invitez une dame qui dit par exemple que vous ne faites pas partie de ces centres d'intérêt. C'est-à-dire, il y a de ces dames-là qui vont être directes avec vous et vont vous dire que vous ne faites pas partie de leurs préoccupations, etc. Tu ne m'intéresses pas. Voilà, vous ne m'intéressez pas si elle est un peu plus directe aussi. Et si elle te le dit comme ça, je crois que la dame-là va être aussi un peu plus directe de l'autre côté quand elle sera face à la sexualité. Par contre, une dame qui est dubitative, une femme ou encore une fille, si je peux le dire ainsi, une fille qui ne donne pas sa position de façon claire et concise, vous serez dans l'ambiguïté. Et c'est l'ambiguïté-là qui amène les gens, ou encore, je ne dis pas que ça encourage, non, mais qui amène les gens à ne plus savoir la frontière-là qui existe entre le harcèlement et l'insistance. Parce que parfois, tu portes à croire que c'est quand vous insistez que vous êtes sérieux. En tout cas, c'est la tendance que moi j'ai remarqué aujourd'hui. Même quand vous draguez une dame, une fille et vous n'insistez pas, généralement, je ne dis pas toutes les femmes, elles donnent l'impression comme si vous n'êtes pas sérieux, c'est pourquoi vous n'avez pas insisté. Donc c'est une mentalité à déconstruire. À déconstruire en réalité. Ça pousse les hommes à parfois harceler. Raïssa veut intervenir, oui. En fait, l'insistance dont tu parles là,
je suis tout à fait d'accord avec toi parce que là, on rencontre des cas. Mais je veux interpeller la jeunesse. C'est-à-dire, nous sommes le futur, quoi. C'est-à-dire, c'est à partir de nous qu'on peut toutefois régler certaines choses. Quand je parlais que les oui ou bien les non de la fille soient oui, c'est-à-dire, vous avez commencé par rire. Mais quand même, c'est une pure réalité. Parce que déjà, quand mon non n'est pas un non vraiment ferme, catégorique, l'homme devant qui je suis, je lui laisse en quelque sorte l'accès là peut-être de me harceler après. Juste parce que je dis non, mais selon lui, le non là n'est pas catégorique. Tu dis non en souriant. Non en souriant et puis on te donne cadeau, tu prends. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Quand tu ne veux pas de la personne, c'est que tu ne veux pas de la personne. Tout le monde sait que c'est les normes sociales qui nous ont inculquées. C'est les normes sociales avec qui on vit. Mais c'est à nous de déconstruire ces normes-là de telle manière à ce que nos enfants, bien nos futurs enfants, ne vivent plus la même situation que nous. Aujourd'hui, quand un homme te fait la cour, tu dis non. Et puis la personne revient, tu dis non. La personne va te voir bizarre, comme si il y a certaines personnes qui disent, tu penses que quoi? On te fait la cour et puis c'est toi, tu fais genre. C'est quoi le oui? C'est-à-dire, il faut être clair. Si je veux, en tout cas, moi, je ne vais pas hésiter. Si je veux, je te dirai oui ou bien quand même, on va commencer par s'écrire pour mieux se connaître. Il faut passer par des tactiques un peu plus claires, voilà, claires et polies pour amener l'autre personne à savoir que la fille là ne me laisse pas le libre choix de l'harceler. D'accord. Voilà. Alors, Gilbert, on a parlé de consentement, on s'est rendu compte que parfois il y a de l'ambiguïté dans le consentement. On n'arrive pas vraiment à voir la ligne de démarcation entre l'insistance et le harcèlement. Mais on sait très bien que, en principe, un rapport sexuel doit être consenti. Et lorsqu'il n'est pas consenti, vous l'aviez dit plus tôt en début d'émission, ça peut créer des situations physiques, physiologiques. Alors, quelles peuvent être les conséquences d'un rapport sexuel non consenti? Ok. D'abord, avant de répondre à la question, je voudrais dire que un rapport sexuel n'est pas synonyme de pénétration. On peut avoir un rapport sexuel avec un partenaire sans pénétration. Peux-tu nous expliquer? Voilà. Ça fait partie même de la thérapie du vaginisme que j'avais énoncé un peu plus tôt. Cette dame, enfin, donc du coup, un rapport sexuel non consentant ou un traumatisme ou un viol peut entraîner ce vaginisme-là en question. Je disais que le vaginisme, c'est un spasme des muscles au niveau du périnée, et faisant que cette jeune fille ou bien cette femme, au cours des rapports sexuels, elle a toujours mal. Elle n'aura jamais du plaisir, n'a jamais éprouvé du plaisir. C'est des douleurs après, où la pénétration même, elle est compliquée. C'est involontaire en fait. Voilà, parce qu'elle a eu un traumatisme. Et chez certaines jeunes filles même, elle ne supporte pas son corps. Elle dit que son corps ne lui plaît pas. Et ça peut entraîner cet effet-là. Et la thérapie, une partie de la thérapie de ce vaginisme, c'est d'encourager le rapport sans pénétration. En fait, il faut que la fille, elle conçoive, qu'elle arrive à concevoir la pénétration, qu'elle arrive à concevoir les rapports sexuels. Voilà. C'est un autre travail, un travail psychologique carrément qui se fait. Et donc, pour l'amener à ce travail-là, à prendre cette résolution, c'est des étapes par étapes, il faut aller étape par étape. Et donc, un rapport sexuel sans pénétration, c'est un moment d'intimité qu'un homme et une femme partagent ensemble. Ça veut dire que tu viens chez ton partenaire et vous discutez, et vous avez un moment d'intimité assez intense, et ça peut aller jusqu'aux caresses, mais sans pénétration, et tu es satisfaite, et l'homme aussi est satisfait. Et donc un rapport sexuel sans pénétration. Et petit à petit, elle commence par regagner confiance en lui. La même thérapie se fait chez les jeunes garçons qui souffrent ou qui viennent pour des éjaculations précoces. Il dit que lui, au cours de rapports sexuels, quand je dis jeune garçon, pas forcément jeune garçon, on a des couples mariés, et des hommes qui, il fait 3 minutes,
2 minutes et il éjacule. En fait, il y a une perception psychologique derrière. Une perception psychologique, il faudrait dédramatiser. Et l'anxiété aussi joue un grand rôle dans ce facteur-là. D'où l'importance que l'autre personne consente. Voilà. L'autre personne consente, la partenaire, en fait, elle a un rôle primordial dans ce sujet. La partenaire a pour rôle de plutôt rassurer, parce que chez certains hommes, il se dit que elle est trop belle. Si on commence par faire l'acte, ce qui est sûr, je ne serai pas à la hauteur. Et là, il revient à la partenaire de calmer la situation. Et cette thérapie, en réalité même, c'est la partenaire qui joue le plus grand rôle. C'est la partenaire qui joue le plus grand rôle. Et donc, pour revenir à la question, je disais que on peut avoir des rapports sexuels sans pénétration. Mais il faut quand même le consentement. Il faut quand même le consentement des deux côtés. Ça, il n'y a rien à faire. Il faut un consentement des deux côtés. Nous deux, nous décidons de faire un rapport sexuel. Et l'objectif, c'est d'avoir un plaisir mutuel, que chacun sorte gagnant-gagnant. Parce que, comme on a l'habitude de le dire, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Voilà. Et donc, il faudrait que nous deux, que nous soyons d'accord sur ce que nous allons faire. Ça veut dire que nous avons toutes les informations possibles et voilà, nous passons à l'acte. Maintenant, s'il n'y a pas ce consentement, les conséquences sont assez néfastes. J'en parlais un peu plus tôt. Le vaginisme et le traumatisme que le rapport sexuel peut engendrer, parce qu'une femme qui n'est pas consentante, elle n'est pas au point et les conditions pour un rapport sexuel, un réel rapport sexuel ne seront pas réunies. Comme on le dit en termes vulgaires, elle n'est pas mouillée. Elle peut ne pas être mouillée. Et au cours du rapport sexuel, il y aura un traumatisme. Elle va subir un traumatisme à la place de... c'est des douleurs. Oui. Voilà, on parle de dyspareunie, une douleur au cours des rapports sexuels. Et ça peut engendrer plus tard un traumatisme et... La peur du sexe. La peur du sexe va s'installer. La peur du sexe va s'installer et son prochain partenaire aura toutes les difficultés avant de la mettre au lit ou aura toutes les difficultés avant qu'elle ne soit consentante. Voilà. D'accord, merci monsieur. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission, presque à la fin de l'émission. Oui, c'était 40 minutes de discussion. Alors, très rapidement, votre mot à chacun, le mot de fin pour clôturer. D'accord. Pour clôturer, je dirais que la sexualité, c'est pour des hommes vaccinés, des hommes avec grand H vaccinés, avant de s'adonner à la sexualité, parce que c'est carrément un autre monde. La sexualité, c'est carrément un autre monde. Et ta première expérience peut déterminer ta carrière sexuelle. C'est-à-dire qu'une première expérience faussée peut engendrer une carrière sexuelle biaisée. Et quand je dis carrière sexuelle, je parle de ta carrière sexuelle avec ton mari ou avec ta femme. Voilà. Et donc, il faudrait avoir toutes les informations possibles. Il faudrait être, comme je l'ai dit, vacciné avant de s'adonner à cette pratique. D'accord, alors soyez vaccinés avant de vous adonner à la sexualité. C'était le mot de fin de Monsieur Gilbert Agbetoglo. Benjamin? Oui, je vais aller aussi dans le même sillage que lui, en allant plus loin, en touchant, pourquoi pas les acteurs éducatifs, pour que l'éducation sexuelle ne soit pas des petits instants, c'est-à-dire des petits instants. On a l'impression que le programme scolaire, en tout cas c'est une appréhension personnelle, on a l'impression que le programme scolaire ne parle pas trop du sexe. Or, toute notre vie, nous aurons au moins à faire 50% de sexe. C'est-à-dire, quand vous analysez bien les choses, vous allez remarquer que la sexualité est au cœur de beaucoup de préoccupations. Je pense que l'éducation sexuelle ne doit pas seulement être l'apanage des parents. Parce que à la maison, cette mentalité-là, selon laquelle on ne peut pas parler de sexe, est toujours là, malgré les efforts des uns et des autres. Et donc, il faut maintenant qu'à l'école ou encore dans les autres secteurs, on en parle. Parce que quand on n'a pas les informations nécessaires,
on va mal le faire et on va aussi enseigner parce que nous serons demain les instituteurs ou bien les enseignants de nos petits frères qui viennent et quand nous avons les mauvaises informations, on va véhiculer la même chose et ce qui ne sera pas bien. La transmettre de génération en génération. Exactement. Raïssa. D'accord, merci beaucoup. Je dirais simplement, je vais inviter tout le monde à nous aider en tant que jeunes pour ne pas avoir une première expérience assez bizarre, pour avoir, comme le docteur l'a si bien dit, une carrière sexuelle biaisée. Donc, je nous interpelle aussi, nous jeunes, à être responsables, à faire de la sexualité une responsabilité qu'on peut assumer et que demain, on puisse toutefois dire je l'ai fait, j'étais consentant, j'étais consentante et c'est pour ça que je l'ai fait. Merci. Merci à vous, merci à Raïssa, à Benjamin et à Gilbert. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, chers auditeurs et auditrices de Radio Djina, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de votre émission Et nous. La thématique de ce jour, c'était la sexualité responsable chez les jeunes. Et on a parlé du consentement, de la notion du consentement, avec Gilbert Agbetoglo, médecin en spécialité santé publique, Somali Benjamin, et Raïssa Agbodji Koudigé. Voilà, on se donne rendez-vous le mardi prochain à la même heure pour une nouvelle thématique. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.